Et salut, c'est Mathieu de la chaîne eTech. On va à nouveau parler de console portable après la vidéo sur la Retroid Pocket 4 Pro qui, malgré ses belles promesses, ne répondait pas tout à fait à mes attentes. Rassurez-vous, j'ai enfin trouvé la console qui saura me combler. On en parle maintenant. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, il y avait quelques indices en arrière-plan, genre par là. En effet, face à une occasion qui ne pouvait pas se refuser, j'ai jeté mon dévolu et mon pognon sur la console de Asus, à savoir la ROG Ally Ça fait du halal. Extreme. Je vous montre ça tout de suite. J'ai deux boîtes, voire une troisième. Je précise que c'est une console qui est achetée d'occasion. Elle a très peu servi, quelques semaines tout au plus, mais cette console ne répondait pas totalement aux besoins de cette personne. Il m'a donc vendu la Asus ROG Ally dans un état parfait, mais également un dock qui pourra beaucoup me servir, par exemple pour la brancher soit sur ma télé pour jouer en distant, soit pour m'en servir comme un véritable ordinateur. On en reparlera. La boîte de la console. Dans cette boîte du classique, hein, la console, le chargeur, un support totalement cheapos, voilà, pour pouvoir poser la console, le chargeur, de l'USB-C, et après le reste, c'est les différents papiers d'utilisation de la console et de la garantie. On va en parler tout de suite. J'aurais pu faire cette vidéo un peu plus tôt, mais figurez-vous qu'au moment de recevoir la console, patatrac, le monde s'écroule, la gâchette LB ne fonctionnait pas. La personne qui me l'a vendue et en qui j'ai totalement confiance m'a dit que pour lui il n'y avait jamais eu de souci. La console étant encore sous garantie, j'ai directement pris contact avec Asus et ils m'ont fait une procédure de réparation retour. J'ai envoyé la console en précisant la panne. Le premier technicien n'a pas compris la panne, donc j'ai renvoyé des précisions. Ça doit être compliqué de comprendre qu'une gâchette ne fonctionne pas. Le second technicien a compris, il a remplacé la carte mère et je me retrouve aujourd'hui, une dizaine de jours après, avec une console avec la carte mère changée, parfaitement fonctionnelle. C'est cool. La console, elle est belle, elle est massive, c'est la Asus ROG Ally Z1 Extreme. Pourquoi Extreme? Parce qu'il y a deux versions, une autre avec un combo processeur carte graphique un peu moins performant. Niveau gabarit, on voit que c'est assez massif, notamment comparé à la Retroid Pocket. Si on devait comparer à une PSP, on est comme ça. Certes, elle ne tiendra pas dans la poche, mais on a quand même un certain confort, notamment avec ce ratio d'écran qui permet un affichage en 1920 par 1080. Si vous jouez qu'à des vieux jeux en 4 tiers, il y aura des grandes bandes sur les côtés, mais pour jouer à des jeux récents, au hasard Cyberpunk 2077, ce sera parfait. Pour la prise en main, c'est là où je me dis c'est possiblement vraiment une console pour adultes. Pour moi, ça tombe parfait, les gâchettes tombent bien. Ici, on a des boutons que l'on peut utiliser. En premier lieu, je me suis dit, aïe aïe aïe, ces palettes, je pourrais éventuellement les cliquer par mégarde. Et en fait, non, ça tombe parfaitement au niveau de la forme de la main. Et j'ai jamais eu d'erreur au moment du clic. Comme pour la vidéo sur la Retroid Pocket 4 Pro, je ne suis pas un expert, il y a des personnes qui le font très bien. D'ailleurs, je mettrai certainement une fiche ou dans la description une vidéo qui fait un unboxing complet avec un test, avec des valeurs, pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Moi, ce que je souhaite, c'est vous donner un ressenti d'utilisateur et pourquoi cette console peut et va correspondre à mes besoins. Ce que je vais rechercher, c'est un environnement que je connais. Ici, c'est sur Windows 11. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si elle est vendue avec Windows 11, on peut très bien mettre un autre système dessus. On pourrait en parler dans d'autres vidéos. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Niveau caractéristiques matérielles, c'est ni plus ni moins qu'un ordinateur portable, ce qui veut dire qu'on peut directement installer tous nos jeux PC dessus. Et pour moi, en tant que joueur PC, c'est très intéressant. Je peux installer Steam, je peux installer Epic Games et mettre tous les jeux que je veux. C'est cool. Côté émulation, rien ne m'empêche d'installer dessus soit Retrobat en l'installant sur Windows, soit notre système directement en l'installation à la place ou à côté de Windows. Niveau finition, ok, c'est du plastique, mais c'est quand même assez bien fini. Elle est très simple à démonter. À l'intérieur, de base, on a un petit M2 d'une taille de 500 Go. Pour moi, c'était un peu juste. Je l'ai remplacé par un disque de 1 Tera et ça m'a pris grosso modo 2 minutes. Vous enlevez les 6 vis, vous déboîtez et en fait, le disque a changé et juste au milieu, c'est tout simple, une vis à enlever. Avant d'aller plus loin sur les forces et les éventuelles faiblesses de cette console, on va aller sur le site rog.asus.com pour voir les différentes caractéristiques techniques de cette console. On a donc le modèle classique qui vaut du neuf aux alentours de 499 € et le modèle
celui que j'ai extrême à 649 €. D'un point de vue design, écran, batterie, rien ne change. La seule chose qui va différer, à vous de voir si ça justifie un tel écart de prix, le processeur et le GPU. Si cette famille de processeurs ou de GPU ne vous parle pas vraiment, on regardera après quelques benchmarks pour que vous puissiez vous dire ah ok, ça peut faire tourner ce type de jeu dans ces conditions. À côté de ça, on a donc un écran de 7 pouces en 16 neuvième, comme je vous l'ai dit, avec une résolution allant jusqu'à 1920 par 1080. Il est d'assez bonne facture, la colorimétrie je la trouve très bonne, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. Bien entendu, plus vous jouerez dans une résolution, dans un taux de rafraîchissement élevé, plus la batterie va diminuer rapidement. Ça sera à vous de trouver votre juste équilibre. L'écran est également tactile, c'est intéressant pour les jeux, mais également pour pouvoir naviguer correctement sur votre console. On a 16 Go de RAM partagés en DDR5. C'est ce qui permet, entre autres, de pouvoir faire tourner de super jeux dans de bonnes conditions. On met bien les choses en perspective. On parle là que c'est très bien pour une console portable. De base, comme je vous l'avais dit, on a un NVMe de 512 Go. Donc c'est les petits, c'est les formats 2230. Donc si vous le remplacez, pensez bien à prendre un format 2230 également. Moi j'ai remplacé par un disque de 1 Tera. Je mettrai en commentaire épinglé la référence du M2 que j'ai choisi. Niveau sortie, c'est assez complet. On a la prise de jack pour l'audio. On a de l'USB type C qui va servir pour la charge de votre console ou pour mettre l'interface XG mobile, ce qui permet de mettre un GPU externe si jamais vous avez besoin d'encore plus de performance. J'en parlerai pas dans cette vidéo parce que d'une, j'en ai pas, ça coûte très cher et c'est clairement pas dans mes besoins. Il y a des vidéos qui en parlent, qui en testent, je vous invite à aller voir sur internet. On a un port pour mettre des cartes micro SD. Attention, de ce que j'ai pu lire sur différents sites et forums, par rapport à son emplacement, il y en a qui ont eu soit la carte, soit le port qui a grillé, qui arrive dans une zone où ça chauffe beaucoup. C'est aussi en partie pourquoi j'ai fait le choix d'augmenter mon stockage via le NVMe et non avec une carte SD. J'aurai de meilleures performances en lecture, en écriture et une meilleure durabilité également. Au niveau des contrôles, c'est du classique, c'est de très bonne facture. Si vous êtes habitué à avoir une manette de Xbox dans les mains, vous avez grosso modo la même chose et niveau sensation de prise en main, c'est très similaire. Côté audio, si avec les écouteurs c'est très qualitatif, ça dépend de vos écouteurs, même les sons qui sortent des speakers sont vraiment très corrects pour une console portable. Là où souvent on a des bruits un peu métalliques, je ne sais pas trop comment expliquer, là on a quand même une bonne expérience utilisateur au niveau du son. C'est quelque chose qui a également compté dans la balance par rapport à l'achat de cette console. Côté réseau, on est sur du Wi-Fi 6E, ce qui garantit des très bons débits, et ça peut être également intéressant si vous jouez souvent à la maison et que certains de vos fichiers, notamment côté émulation, sont sur un serveur dans votre réseau local. Être en Wi-Fi 6, ça peut être une très bonne chose pour éviter d'avoir une quelconque latence au moment du chargement des jeux. La batterie, c'est la même pour les deux. Ils annoncent globalement une autonomie allant aux alentours de 2 heures, mais ça va dépendre dans quelles conditions vous jouez, à quel jeu vous jouez. Si vous cherchez une autonomie pour jouer des journées entières, ce ne sera pas la console sur laquelle il faudra aller. Là, c'est plus pour des parties, voilà, de jouer dans de bonnes conditions, 1h30, 2 heures, peut-être un peu plus, s'il en faudra brancher sur secteur. En parlant de l'alimentation, donc on pourra charger sur du 65 watts, c'est bien, ça va vite, c'est de la charge rapide. C'est pour ça que faut pas s'inquiéter, si vous tombez en panne de batterie, vous pourrez recharger globalement assez vite. Le poids, plus d'un demi-kilo, c'est à prendre en compte. Moi je trouve ça bien au niveau de la prise en main parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment quelque chose entre les mains. Mais voilà, faut le prendre en compte. Asus propose ici quelques comparaisons entre ces deux versions sur la ROG Ally par rapport à des conditions en jeu. On voit qu'en 1080p, sur un jeu type Cyberpunk, sur le mode extrême, sur la Zena extrême, on est quand même à 50 fps en 1080p. Donc ok, paramétrage léger. Mais on peut très bien optimiser ça par exemple en baissant la résolution, ce qui serait pas forcément choquant sur un écran qui va faire 7 pouces. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est qu'en mode turbo, branché sur secteur 30 watts, donc là mode maximal de performance de la console, on arrive quand même à avoir des performances globalement satisfaisantes sur des jeux récents. Ça c'est pour moi très intéressant. C'est pas forcément ce à quoi je joue le plus, je fais beaucoup d'émulation, mais si j'ai envie de me dire tiens, je me ferais bien une partie sur Cyberpunk ou sur FF7 Remake, je sais que je pourrais le faire. Peut-être pas dans des conditions optimales, pour pouvoir avoir des graphismes incroyables en 4K par exemple. Mais bon, c'est une console portable.
faut aussi remettre les choses en perspective. Par exemple, là, si on repasse sur du 720p, ce qui reste totalement lisible et utilisable sur une console portable, si on reste sur Cyberpunk 2077, on tape plus de 60 fps en 720p. C'est très largement utilisable. Par contre, on voit que la version de base, à peine un peu. C'est pour ça que pour moi, en 2024, au moment où je fais cette vidéo, la version de base de la roguelike, elle serait intéressante que si vous jouez à des petits jeux ou à de l'émulation. Si vous souhaitez jouer à des jeux récents, à des AAA, on ira plus s'orienter vers la version extrême. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette console? Une de ses faiblesses, notamment si vous partez en vacances, ça pourrait être son autonomie. 1h30, 2h, voire 2h30 selon les jeux auxquels vous jouez, ça peut être court. C'est pour ça que moi j'ai fait un petit achat récemment parce que je vais bientôt partir en vacances. C'est un powerbank, une batterie externe. J'ai pris ce modèle de Ugreen, c'est pas un sponsor, qui permet la charge rapide et normalement j'ai assez dedans pour pouvoir charger cette console 2 à 3 fois complètement. Je pourrais aller jusqu'à peut-être 8 heures d'autonomie. Ça devient déjà plus intéressant, même si c'est un peu chiant de devoir trimballer une batterie externe. Après, il faut savoir faire aussi des concessions. Pour moi, c'était pas quelque chose d'essentiel, ça sera juste ponctuel lorsqu'on part en vacances. Mais pour un usage de tous les jours à la maison par exemple, soit je la branche, soit je peux très bien me satisfaire de sessions de 1h30 à 2h. Autre achat, cette fois-ci fait sur AliExpress, une sacoche. Elle permet plusieurs choses. D'une, la protéger, mais également de pouvoir mettre ma batterie externe, et également si je veux jouer un peu en mode distant avec une manette en Bluetooth, de pouvoir poser la console de manière à ce que je puisse jouer dans de bonnes conditions. J'ai pris ce modèle sur AliExpress, il existe aussi sur Amazon mais il est quasiment 2 fois plus cher, je mettrai le lien dans la description. Côté faiblesse pour cette console, pour moi ça s'arrête ici. La seule autre chose que je vais trouver regrettable mais qui ne me concerne pas car je n'en ai pas besoin, c'est ce format propriétaire pour mettre un GPU externe. Vous êtes obligé d'utiliser la solution de Asus avec leur GPU compatible qui coûte très cher, ça se compte en milliers d'euros. Je trouve ça dommage de ne pas ouvrir ça alors qu'il y a d'autres solutions plus performantes et moins onéreuses pour l'utilisateur. Ici, le choix a été fait clairement de rester sur quelque chose de fermé, propriétaire, au détriment des utilisateurs. Vous l'aurez donc compris, le but de cette vidéo, c'est pas de faire des images en situation de jeu ou autre, mais je tiens tout de même à préciser qu'il y a des choses qui sont globalement très bien pensées. Par exemple, j'ai changé mon NVMe, mon stockage principal, pour réinstaller un système d'exploitation dessus, donc Windows 11 Home par défaut. J'ai juste eu à aller dans le BIOS de cette machine, à me connecter sur leur solution de cloud via le Wi-Fi, et ça m'a automatiquement téléchargé, installé, paramétré Windows 11. Pour des personnes qui ne seraient pas vraiment familières de ce type de manipulation, à savoir installer un système d'exploitation, c'est plutôt très bien pensé. Vous en pensez quoi? Je vous montre quand même qu'elle s'allume. Donc vous voyez, on est sur le panneau de Windows 11 par défaut, grosso modo. Je vous montre quand même rapidement le launcher made in Asus pour vos jeux et logiciels préférés. Il existe des alternatives qui peuvent être installées. Pour le moment, avec le peu de recul que j'ai encore sur cette console, moi je trouve plutôt pas mal fait. On peut faire des classements, on peut ajouter des jeux automatiquement ou manuellement, et on n'est pas obligé de le lancer au démarrage. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'en passer, mettre autre chose à la place, ou naviguer comme sur un ordinateur pour lancer ces jeux. Et avec la touche raccourci ici, on peut le fermer et l'ouvrir. Et avec cette touche-là, on a accès directement au paramétrage de base des choses principales de la console, au niveau de la luminosité, du son, du mode de contrôle, soit mode clavier, soit mode manette, ou au niveau de la puissance qui va être utilisée pour la console. Le mode turbo, le mode économie d'énergie. Bref, on a accès à tout depuis un simple panneau qui est également configurable. C'est très appréciable. Pour ceux qui ne supportent pas les systèmes d'exploitation Microsoft, dites-vous que vous pouvez plus ou moins le cacher, soit avec le launcher d'Asus, soit avec d'autres alternatives ou d'autres systèmes d'exploitation installés. Mais pour ceux qui au contraire sont familiers avec cet environnement, sachez que vous pouvez très bien le personnaliser afin que votre expérience soit optimale. Dernière boîte que je n'ai pas ouverte et qui m'a été vendue avec la console, c'est un dock. Donc je ne sais pas si c'est le dock officiel, je ne crois pas. Je vous montre la boîte. La promesse, c'est que je peux très bien brancher ça sur un écran ou une télé 4K, qu'on peut avoir une connexion internet en 2,5G. C'est toujours du plastique, avec ici un petit support alu, je crois. Si on devait comparer avec le support fourni par Asus avec ce roguelike qui coûte quasiment 800 balles, en carton,
Je vous laisse faire votre choix, hein. Comment ça fonctionne? Ça, je le branche sur ma Asus ROG Ally. L'alimentation fournie par la console va me servir à alimenter le dock, qui lui alimentera la console. Et ensuite, c'est comme un dock pour ordinateur portable par exemple, vous aurez accès à l'ensemble des différents ports qui sont sur ce dock. On aura donc un autre port USB-C parce que le premier sera pris pour l'alimentation, deux ports USB 3, un port HDMI et un port RJ45 2,5 Gigabits. Et on a ici le bouton pour la lumière, pour l'effet un peu kikoulol, Jackie RGB. Pour mon usage, ce sera branché sur ma télé pour pouvoir jouer en 4K sur un grand écran. Mais on pourrait très bien imaginer utiliser cette console en tant qu'un ordinateur. On la dock, on la branche sur un écran d'ordi. Et ici, on connecte clavier souris. Et on peut très bien avoir une petite station de travail pour bosser. Je me suis même posé la question, est-ce que j'aurai encore besoin de mon PC fixe après ça? Parce que c'est quand même une machine très puissante. Pas de suspense. La réponse est toujours oui, notamment pour faire du montage vidéo. J'ai peur que ça peine un peu au moment du montage et encore plus au moment de l'export. Mais en tout cas, si vous faites un usage sur un écran déporté, ce type de dock, c'est un indispensable. Écoutez, c'est à peu près tout pour cette petite analyse personnelle par rapport à mes besoins sur la console de Asus, à savoir la ROG Ally Z1 Extreme. Bien entendu, j'ai conscience du coût d'une telle machine, mais moi j'ai fait le choix d'avoir une console de ce type plutôt qu'une PS5, une Xbox One X ou un gros PC avec une 4080 à l'intérieur. Ça correspond à mes besoins et le fait que j'ai pu aussi l'avoir moins cher en occasion, c'est ce qui m'a décidé finalement. Je le précise une dernière fois, je ne suis pas spécialiste de ce type de console portable, juste un joueur passionné qui souhaitait donner son propre ressenti. Pensez d'ailleurs à mettre le vôtre dans les commentaires, ça peut toujours être intéressant pour des personnes qui sont en recherche, comme moi je l'ai été, d'une console qui correspond parfaitement à leurs besoins. Je suggère également de vous abonner, pourquoi pas, et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour de nouveaux contenus en lien avec le numérique sur la chaîne de E-Tech. Salut!